Je finissais mon dîner quand Chloé m'a lâché la bombe, juste comme ça, sans préambule, sans ton grave, rien du tout. Elle est entrée dans la cuisine, a pris un verre d'eau et l'a dit aussi nonchalamment que si elle mentionnait s'être inscrite à un cours de yoga. Au fait, je me suis portée volontaire pour être mère porteuse pour Sébastien et sa femme. Elle ne peut pas avoir d'enfants, alors je leur ai dit que je les aiderais. Je me suis arrêté net, la fourchette à mi-chemin de la bouche, je l'ai reposée lentement, je l'ai regardée et j'ai attendu la chute, mais il n'y en avait pas. Elle était sérieuse, complètement sérieuse, debout là dans notre cuisine à siroter son eau comme si elle venait d'annoncer qu'elle irait faire les courses le lendemain. Sébastien, son ex-copain de la fac, le type avec qui elle était sortie pendant 3 ans avant qu'on se rencontre, le type dont elle avait assisté au mariage il y a 2 ans et dont la femme ne peut apparemment pas concevoir. Et maintenant, ma femme avait offert son utérus pour leur planning familial, sans me demander mon avis, sans même m'en parler au préalable. Waouh, dis-je en gardant ma voix stable, c'est incroyablement généreux de ta part. Elle a souri, elle a vraiment souri comme si je venais de lui donner ma bénédiction. Je savais que tu comprendrais, Sébastien et sa femme traversent tellement d'épreuves, je veux juste les aider à fonder une famille. J'ai hoché la tête lentement en prenant une longue gorgée de mon propre verre d'eau, mon esprit s'emballait déjà, calculant, traitant ce que je venais d'entendre. Elle restait là à attendre que j'en dise plus, s'attendant peut-être à ce que je pose des questions ou que j'exprime de l'inquiétude sur le processus médical, mais au lieu de cela, j'ai demandé, quand as-tu décidé ça? Oh, il y a environ 2 semaines, sa femme m'a contacté et on s'est vu pour un café, elle était si émotive et j'ai juste senti que c'était quelque chose que je pouvais faire pour eux. 2 semaines, elle planifiait ça depuis 2 semaines et elle ne me le disait que maintenant, elle ne demandait pas, elle informait, au passé, décision prise. C'est un sacré engagement, dis-je d'un ton totalement neutre. Je sais, mais ce n'est que 9 mois et il couvre tous les frais médicaux, évidemment, la procédure est prévue pour la semaine prochaine. La semaine prochaine, le calendrier était déjà fixé, les rendez-vous pris, les plans finalisés, le tout sans une seule conversation avec son mari. J'ai senti quelque chose changer en moi, quelque chose de froid et de clair, ce n'était plus un partenariat, c'était quelqu'un qui prenait des décisions majeures et s'attendait à ce que je suive sans broncher. La semaine prochaine, répétais-je, c'est tôt. Oui, je suis excitée, nerveuse mais excitée, la femme de Sébastien n'arrête pas de me remercier, ça fait du bien d'aider des gens qui veulent tellement des enfants. J'ai observé son visage, elle croyait sincèrement que c'était normal, que se porter volontaire pour porter le bébé de son ex était juste un geste amical et que l'opinion de son mari était au mieux facultative. Eh bien, dis-je en me levant et en mettant mon assiette dans l'évier, je suis content que tu les aides. Elle m'a serré dans ses bras, elle m'a vraiment serré dans ses bras comme si je venais de soutenir son rêve, je suis resté là les bras ballants un instant avant de lui rendre son étreinte mollement. Elle s'est reculée, m'a embrassé sur la joue et est montée prendre une douche. Je suis resté dans la cuisine à fixer le vide, le bruit de l'eau qui coulait à l'étage semblait lointain. J'ai sorti mon téléphone de ma poche et j'ai ouvert le navigateur, j'ai commencé à chercher des avocats spécialisés en divorce dans la région de Lyon, des spécialistes du droit de la famille, des stratégies de protection du patrimoine. J'avais 7 jours avant son rendez-vous, 7 jours pour tout mettre en ordre. Elle est redescendue 1 heure plus tard en pyjama, s'installant sur le canapé avec son ordinateur portable, probablement en train de chercher des conseils de grossesse ou des blogs sur la GPA. Je me suis assis dans le fauteuil en face d'elle, faisant défiler les sites d'avocats, prenant des notes. Tu es calme ce soir, dit-elle sans lever les yeux de son écran. Je réfléchis juste, répondis-je. À propos de la GPA. Oui, à propos de la GPA. Elle a souri à nouveau, ce même sourire inconscient. Ça va bien se passer, je te promets que ça ne nous affectera pas. J'ai hoché la tête sans rien dire et je suis retourné sur mon téléphone, j'ai trouvé 3 avocats avec de bons avis et des disponibilités cette semaine, j'ai envoyé des mails de demande à tous. Ma femme était à 3 mètres de moi, planifiant de porter l'enfant d'un autre homme, et je planifiais ma sortie, la différence était qu'elle n'avait aucune idée de ce qui allait arriver et j'avais l'intention de garder ça secret jusqu'au moment opportun. Je vais me coucher, dit-elle vers 22 heures en fermant son ordinateur, tu viens bientôt? J'ai du travail à finir. Elle m'a embrassé sur le sommet du crâne et est montée, j'ai entendu la porte de la chambre se fermer. Je suis resté debout jusqu'à minuit à lire sur les procédures de divorce, le gel des avoirs et les modifications de contrats d'assurance. Quand je suis allé me coucher, j'avais un plan clair. Elle dormait, recroquevillée sur le côté, complètement en paix.
Je suis resté allongé dans le noir à fixer le plafond, 7 jours, c'est tout ce dont j'avais besoin. Elle avait fait son choix, maintenant je faisais le mien, et contrairement à elle, je n'allais pas demander la permission. Le lendemain matin, j'avais une consultation prévue avec un avocat nommé Maître Durand. J'ai commencé le travail plus tard, disant à mon patron que j'avais un rendez-vous chez le dentiste. Chloé dormait encore quand j'ai quitté la maison à 8h30. Son cabinet était en centre-ville, au 3e étage d'un vieil immeuble haussmannien, pas de réception chic, juste une salle d'attente avec 4 chaises et des magazines datés, c'était parfait, je n'étais pas là pour l'ambiance. Maître Durand avait la cinquantaine, les cheveux gris, des lunettes de lecture au bout d'une chaîne. Il m'a serré la main et m'a invité à m'asseoir. Alors, vous avez mentionné au téléphone que c'était urgent. Ma femme s'est portée volontaire pour être mère porteuse pour son ex-copain et sa femme sans me demander mon avis, la procédure est prévue pour la semaine prochaine. Il a arrêté d'écrire et a levé les yeux. Elle porte l'enfant biologique de son ex. C'est exact. Et vous l'avez découvert quand? Hier soir au dîner, elle l'a annoncé comme si elle s'inscrivait à un club de lecture ou un cours de poterie. Il s'est adossé à son fauteuil, les doigts joints. En a-t-elle discuté avec vous à un moment donné avant de se porter volontaire? Non, elle l'a rencontré il y a 2 semaines et a décidé seule. C'est une décision unilatérale significative. Il a sorti un bloc-notes. Parlons de vos options, vous voulez demander le divorce? Oui. Le timing avant la procédure? Je veux que tout soit déposé, les comptes bloqués et qu'elle soit retirée de ma mutuelle d'entreprise avant qu'elle n'entre dans cette clinique. Il a hoché la tête lentement. Nous pouvons lancer une procédure d'urgence, mais je dois être clair, ça va aller vite, vous devrez prendre des décisions rapidement et vous y tenir, pas d'hésitation. Je n'hésiterai pas. Nous avons passé les 90 minutes suivantes à tout passer en revue, les comptes bancaires joints, l'appartement que nous louions, mon assurance vie, sa voiture qui était à mon nom, la mutuelle santé de mon employeur. Il prenait des notes, posait des questions, expliquait le processus. En quittant son bureau, j'avais un calendrier clair, les papiers seraient prêts vendredi, je les lui ferai signifier le jour suivant sa procédure. Je suis allé au travail après ça, je me suis assis à mon bureau, j'ai répondu aux mails, assisté à une réunion sur les prévisions trimestrielles, un mardi normal. Mon téléphone a vibré vers 14h, un texto de ma femme, je viens de confirmer le rendez-vous pour lundi matin à 9h, la femme de Sébastien est tellement reconnaissante, je t'aime. J'ai fixé ce message pendant une bonne minute. Je t'aime, comme si de rien n'était, comme si elle ne venait pas de torpiller notre mariage sans s'en rendre compte. J'ai répondu, content que tout soit réglé. Ce soir-là, elle était en plein mode planification, ordinateur ouvert sur la table de la salle à manger, parcourant des forums sur la GPA et des recommandations de vitamines prénatales. Je me suis fait un sandwich et je me suis assis en face d'elle. Savais-tu que les injections d'hormones commencent ce week-end, dit-elle sans lever les yeux, pour préparer le transfert d'embryon, Sébastien passe déposer les médicaments demain. Sébastien, venant chez nous pour livrer des médicaments de fertilité pour le bébé qu'il allait avoir avec le système reproductif de ma femme. C'est pratique, dis-je. Oui, il a proposé, sa femme est très nerveuse à propos de tout ça alors il gère la plupart de la logistique. J'en suis sûr. Elle m'a finalement regardé. Tu me soutiens, n'est-ce pas? Je veux dire, tu as l'air d'accord avec ça. Je t'ai dit hier soir que c'était généreux de ta part. Elle a souri, satisfaite, et est retournée à son ordinateur. J'ai fini mon sandwich et je suis monté, j'ai appelé Maître Durand depuis la chambre, porte fermée. Je dois bloquer les comptes joints, dis-je, peut-on faire ça avant vendredi? Je peux déposer une requête demain matin, le juge des affaires familiales accorde généralement cela rapidement en cas d'urgence. Quel est le solde? Environ 45 000 €, épargne et compte courant combiné. Ça sera bloqué, elle ne pourra plus y accéder une fois l'ordre passé. Bien. Et la mutuelle? Je contacterai votre RH directement, ils peuvent traiter le retrait comme faisant partie d'un changement de situation familiale, ça devrait être effectif lundi. Lundi, le jour de sa procédure, timing parfait. Faites-le, dis-je. Jeudi soir, Sébastien s'est pointé. J'étais dans le salon quand on a sonné, Chloé a pratiquement couru pour ouvrir. Je suis resté où j'étais, observant depuis le canapé. Il est entré portant un petit sac isotherme, un grand type,
allure athlétique, sourire amical. Il m'a vu et a fait un signe de la main. Salut mec, merci d'être cool avec tout ça. Cool avec ça? Comme si j'avais le choix. Pas de problème, dis-je. Chloé l'a conduit à la cuisine, je pouvais les entendre parler, elle riait à quelque chose qu'il disait. Ils y sont restés peut-être 10 minutes. Quand il est parti, elle tenait le sac isotherme comme s'il contenait un trésor. J'ai les médicaments, annonça TL, première injection samedi matin. Excitant, dis-je d'une voix plate. Elle n'a pas remarqué, trop concentrée sur son aventure de mère porteuse. Vendredi après-midi, Maître Durand a appelé. Les papiers sont prêts, les comptes sont bloqués depuis 15 heures, le retrait de la mutuelle sera traité lundi matin, vous êtes parés. Merci. Encore une chose, une fois qu'elle aura reçu les papiers, elle va paniquer, probablement vous appeler sans arrêt. Ne répondez pas, laissez tout passer par les avocats, compris? Compris. Ce week-end-là fut surréaliste. Samedi matin, elle s'est fait la première injection d'hormones dans notre salle de bain, elle est sortie l'air fière d'elle-même. Dimanche, elle a fait la deuxième, elle n'arrêtait pas de parler du fait que lundi était le grand jour, à quel point elle était nerveuse, à quel point la femme de Sébastien avait été reconnaissante au téléphone. J'ai hoché la tête, fait du café, regardé le match de rugby, agi comme si tout était normal. À l'intérieur, je comptais à rebours, 24 heures, puis 18, puis 12. Lundi matin, elle s'est réveillée tôt, 6 heures. Je l'ai entendue dans la salle de bain se préparer. Elle est sortie habillée en vêtements confortables, cheveux en queue de cheval. Je pars pour la clinique, dit-elle, ça devrait être fini vers 11 heures, Sébastien et sa femme me retrouvent là-bas. J'espère que ça se passera bien, dis-je. Elle m'a embrassé pour me dire au revoir, m'a vraiment embrassé, puis a attrapé son sac à main et est partie. J'ai écouté sa voiture démarrer, reculer dans l'allée, disparaître dans la rue. Je me suis levé, j'ai pris mon petit déjeuner et je suis allé travailler. Mon téléphone était en silencieux, je savais ce qui arrivait. Vers 13 heures, Maître Durand a envoyé un texto, radiation de la mutuelle confirmée, elle le découvrira quand elle essaiera de l'utiliser. J'ai répondu, parfait. 3 heures plus tard, mon téléphone a commencé à vibrer. 8 appels manqués de ma femme, 12 SMS. Je ne les ai pas lus, je n'ai pas écouté les messages vocaux, j'ai juste laissé sonner, vibrer et s'allumer sur mon bureau pendant que je finissais mes rapports. À 17 heures, je suis rentré chez moi. Sa voiture était dans l'allée, la porte d'entrée était déverrouillée. Je suis entré et elle était là, debout dans la cuisine, tenant des papiers à la main. Les papiers du divorce. Son visage était bouffi, les yeux rouges d'avoir pleuré, elle m'a regardé comme si j'étais un étranger. C'est quoi ça? J'ai posé mes clés sur le comptoir et je les regardais. Elle tremblait, tenant ses papiers comme s'ils allaient exploser dans ses mains. Son téléphone était sur la table de la cuisine, l'écran fissuré comme si elle l'avait jeté. C'est quoi ça? Répéta-t-elle, la voix brisée. Je suis passé devant elle jusqu'au frigo, j'ai sorti une bière et je l'ai ouverte, prenant une longue gorgée avant de répondre. Ce sont des papiers de divorce, je pensais que le titre était assez explicite. Tu ne peux pas être sérieux, c'est une blague, non? Une sorte de blague malade parce que tu es en colère à propos de la GPA. Je me suis appuyé contre le comptoir, parfaitement calme. Je ne plaisante pas, je demande le divorce. Pourquoi? Parce que je refuse d'être marié à quelqu'un qui prend des décisions de vie aussi massives sans me consulter. Tu as offert ton corps pour porter l'enfant d'un autre homme et tu me l'as dit après coup, ce n'est pas un mariage. C'est toi qui fais ce que tu veux en attendant que je sourie et que je soutienne. Son visage est passé du rouge au pâle. Mais je pensais que tu étais d'accord, tu as dit que c'était généreux. C'était généreux, généreux de ta part de me montrer exactement à quel point tu accordes peu de valeur à cette relation. Elle a lâché les papiers sur la table et a attrapé son téléphone. La banque a bloqué nos comptes, je ne peux accéder à rien, c'était toi aussi? Oui. Comment je suis censé payer quoi que ce soit? Les rendez-vous de suivi, les médicaments, j'ai besoin de cet argent. Tu aurais dû y penser avant de t'engager pour 9 mois sans en discuter avec ton mari. C'est de la folie, hurla-t-elle en levant les mains en l'air, tu me punis pour avoir aidé des gens. Je ne te punis pas, je me retire d'une situation où mon opinion ne compte pas. Tu as fait un choix, je fais le mien.
Mais je suis enceinte maintenant, avec leur embryon, la procédure a eu lieu ce matin. J'ai hoché la tête. Je sais, félicitations, je suis sûr que Sébastien et sa femme sont ravis. Elle m'a fixé comme si j'avais une deuxième tête qui poussait. Tu as planifié ça, tu as attendu après la procédure pour me faire signifier les papiers. J'ai déposé la demande vendredi, le timing a juste coïncidé. Tu es un monstre. Non, dis-je en posant ma bière, je suis un homme qui refuse d'être un paillasson. Tu veux prendre des décisions unilatérales? Très bien, mais je ne suis pas obligé de rester pour les subir. Son téléphone a sonné. Elle l'a regardé, puis a répondu. Allô? Oui, c'est elle. Quoi? Non, il doit y avoir une erreur, je suis couverte par la mutuelle de mon mari, vérifiez encore. J'ai regardé son visage se vider de ses couleurs. Retiré quand? Aujourd'hui. Elle m'a regardé, les yeux écarquillés de panique. Mais je viens d'avoir une procédure médicale ce matin, j'ai besoin de la couverture pour les suivis, ça ne peut pas être vrai. Elle a raccroché et a jeté son téléphone sur la table. Tu m'as retiré de ta mutuelle. Changement de situation familiale, le dépôt de divorce compte. Je porte un bébé. Leur bébé. Comment je suis censé couvrir les frais médicaux? C'est entre toi, Sébastien et sa femme. Vous trois avez passé cet arrangement, débrouillez-vous. Elle s'est effondrée sur une chaise, la tête dans les mains. Ça ne peut pas arriver, j'essayais de faire quelque chose de bien. Tu essayais de faire quelque chose qui te faisait te sentir bien, il y a une différence. Elle a levé les yeux vers moi, des larmes coulant sur son visage. Alors c'est tout? Tu as juste fini, après 6 ans de mariage? J'avais fini au moment où tu as décidé que porter le bébé de ton ex était plus important que d'en discuter avec moi d'abord. Ce n'est pas son bébé biologiquement pour moi, c'est l'ovule de sa femme. Peu importe à qui est l'ovule, c'est toi qui le portes dans ton corps pendant 9 mois et tu as décidé ça sans moi. Elle a essuyé son visage avec sa manche. Je ne pensais pas que c'était si grave. Et c'est bien ça le problème. Tu n'as pas pensé, ou tu as pensé et décidé que mon avis n'était pas nécessaire. Son téléphone a vibré. Elle l'a regardé et son visage est devenu encore plus pâle. C'est Sébastien qui appelle. Mieux vaut répondre, je suis sûr qu'il a des questions. Elle a répondu, mettant le haut-parleur sans réfléchir. La voix de Sébastien a rempli la cuisine. Et, ma femme vient de recevoir un appel de la clinique concernant des problèmes d'assurance, ils disent que ta couverture a été résiliée aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Chloé m'a regardé, silencieuse, une supplique dans les yeux. J'ai dit, rien. Il y a eu une situation, dit-elle finalement, mon mari a demandé le divorce. Silence à l'autre bout. Puis, attends, quoi? Aujourd'hui? Le même jour que la procédure? Apparemment, il a déposé la demande vendredi. Encore du silence, puis une voix de femme en arrière-plan, la femme de Sébastien, est-ce qu'elle est sérieuse? Elle divorce maintenant? Sébastien, on ne peut pas gérer ce genre de drame. Écoute, dit Sébastien, son ton passant de l'inquiétude à l'agacement, on a besoin de savoir que tu peux gérer ça. Les frais médicaux sont importants et si tu n'as pas de mutuelle. Je vais trouver une solution, l'interrompit Chloé. Tu dois trouver une solution vite, ma femme est déjà assez stressée, on n'a pas signé pour ce genre de complications. Il a raccroché. Chloé est restée là à fixer son téléphone. Ils sont en colère contre moi, chuchota-t-elle. Sébastien est en colère contre moi. Imagine ça, dis-je, il s'avère que quand tu crées le chaos, les gens s'énervent. Elle m'a regardé avec un mélange de rage et de désespoir. Tu as fait ça exprès, tu as tout détruit exprès. Non, tu as tout détruit quand tu as fait un choix qui aurait dû être une conversation, j'ai juste réagi en conséquence. Où est-ce que je suis censé aller? C'est notre maison. C'est une location à mon nom, le bail se termine dans 3 mois, tu as le temps de trouver un endroit. Avec quel argent? Tu as tout gelé. Tu auras ta part quand le divorce sera finalisé, d'ici là, je te suggère d'appeler tes parents ou Sébastien, puisque vous êtes si proches maintenant. Elle s'est levée, attrapant les papiers du divorce. J'appelle un avocat, tu ne peux pas faire ça. Déjà fait. Vérifie la page 7, ta première date d'audience est dans 3 semaines. Elle a feuilleté les pages,
les mains tremblantes, a trouvé la date, m'a regardé à nouveau. Je te déteste. Tu as le droit de ressentir ce que tu veux, ça ne change rien. Elle a attrapé son téléphone et est montée en trombe, j'ai entendu la porte de la chambre claquer. 30 secondes plus tard, je l'ai entendue au téléphone, la voix étouffée mais pleurant clairement. J'ai fini ma bière, rincé la bouteille et l'ai jetée au recyclage. Je suis allé au salon et j'ai allumé la télé, un match de rugby passait. Je me suis assis et j'ai regardé, le volume bas. À l'étage, ma femme faisait une dépression nerveuse. En bas, je regardais la mi-temps. Elle avait fait son choix, j'avais fait le mien. Et contrairement à elle, je ne demandais pas la permission ni ne m'attendais à de la sympathie. J'avais juste fini. Le lendemain matin, je me suis réveillé dans un lit vide. Elle avait dormi dans la chambre d'amis, ça m'allait. Je me suis préparé pour le travail comme n'importe quel autre jour, douche, habillage, café. Elle est descendue juste au moment où je franchissais la porte. Elle avait l'air terrible, les yeux gonflés, les cheveux en bataille, portant encore les vêtements de la veille. « Il faut qu'on parle, dit-elle. Parle à ton avocat, le mien est Maître Durand, son numéro est sur les papiers. S'il te plaît, juste 5 minutes. » J'ai regardé ma montre. Tu en as 3. Elle a pris une respiration pour se calmer. J'ai parlé avec une avocate hier soir, dit-elle, tu ne peux pas juste me couper les vivres, on est encore mariés. Les comptes sont bloqués en attendant la procédure de divorce, procédure standard, ton avocate aurait dû te le dire. Elle l'a fait. Elle a aussi dit que tout ça te fait passer pour quelqu'un de vindicatif, un juge n'aimera pas ça. Un juge verra que tu as pris une décision majeure sans consultation conjugale et que j'ai répondu en protégeant mes actifs, je suis à l'aise avec ça. J'ai besoin d'argent pour les rendez-vous médicaux, la clinique veut un paiement d'avance pour la prochaine visite. Appelle Sébastien, c'est son bébé. Ce n'est pas si simple, ils ont couvert la procédure mais les soins continus étaient censés passer par ma mutuelle, c'était une partie de l'accord. On dirait que vous 3 devez renégocier votre accord. Sa voix s'est brisée. Tu ne vas vraiment pas m'aider du tout? T'aider à porter l'enfant d'un autre homme? Non, je ne vais pas le faire. Ce n'est pas à propos du bébé, c'est à propos de moi, ton mari, bientôt ex-mari. Et tu as cessé d'être quelqu'un que j'aiderais au moment où tu as décidé que mon opinion ne comptait pas. Elle a essuyé ses yeux. Ma mère veut te parler. Non. Elle pense que tu réagis de manière excessive. Je me fiche de ce que pense ta mère. Mon père a dit que tu gâchais un bon mariage par orgueil. J'ai pris mes clés. Tes 3 minutes sont écoulées, je vais travailler. Tout le monde pense que tu es déraisonnable. Je me suis arrêté à la porte et je me suis retourné. Tout le monde, tu veux dire les gens à qui tu as raconté ta version de l'histoire? La version où tu es l'âme généreuse aidant des couples infertiles et je suis le méchant qui ne peut pas le supporter? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Leur as-tu dit que tu ne m'avais jamais demandé? Que tu as offert ton utérus à ton ex-copain sans une seule conversation avec ton mari? Elle a détourné le regard. C'est ce que je pensais. Raconte à tes parents toute l'histoire, ensuite demande-leur si je réagis de manière excessive. Je suis parti, arrivé au travail à 7h30. Mon téléphone a commencé à sonner vers 9h. Sa mère. J'ai décliné l'appel. Puis son père. Décliné. Puis un numéro que je ne reconnaissais pas. Décliné aussi. J'ai tout envoyé vers la messagerie et je me suis concentré sur mon travail. À l'heure du déjeuner, Maître Durand a appelé. Son avocate m'a contacté, une femme nommée Maître Lefebvre, elle veut négocier un arrangement de soutien temporaire. Non. Elle prétend que votre femme a besoin d'une aide financière pour les frais médicaux liés à la GPA. Pas mon problème. C'est ce que je lui ai dit. Elle ne l'a pas bien pris, elle dit que vous êtes cruel envers une femme enceinte. Elle est enceinte par choix, un choix qu'elle a fait sans me consulter. Lefebvre peut argumenter ce qu'elle veut, je ne bougerai pas. Compris, je voulais juste vous tenir informé. Aussi, votre femme a posté quelque chose sur les réseaux sociaux, vous devriez peut-être voir ça. J'ai raccroché et ouvert Facebook. J'ai trouvé son profil. C'était là, un long post expliquant qu'elle traversait une période difficile, qu'elle s'était portée volontaire pour aider un couple sans enfant par pure compassion et que son mari l'avait abandonnée dans un moment vulnérable.
Les commentaires affluaient déjà, des amis offrant leur soutien, me traitant de sans-cœur, disant qu'elle méritait mieux. J'ai fait une capture d'écran et l'ai envoyée à Maître Durand avec un message, « Est-ce que ça va être un problème ?» Il a répondu, « En fait, ça nous aide. Ça montre qu'elle joue la victime publiquement tout en omettant des faits clés, le juge n'aimera pas ça. » Très bien. J'ai fermé l'application et je suis retourné travailler. Ce soir-là, je suis rentré pour trouver sa voiture partie. Bien. La maison était calme. J'ai préparé le dîner, mangé seul, regardé la télévision. Vers 20h, elle est revenue. J'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir et se fermer. Elle est entrée dans le salon portant 2 sacs de courses. J'ai acheté de la nourriture avec ma carte de crédit, dit-elle, puisque je ne peux pas accéder à notre argent. C'est très bien. Elle m'a fixé. C'est tout? C'est tout ce que tu as à dire? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Je ne sais pas, quelque chose, n'importe quoi. Tu agis comme si je n'existais pas. Tu existes, j'ai juste arrêté de me soucier de tes problèmes. Elle a posé les sacs durement sur le comptoir de la cuisine. La femme de Sébastien m'a appelé aujourd'hui, elle est furieuse. Elle dit que j'aurais dû leur parler de mes problèmes conjugaux avant d'accepter d'être leur mère porteuse. Elle a raison, tu aurais dû. Il n'y avait pas de problèmes conjugaux. Pas avant que tu décides de tout faire sauter. Il y avait des problèmes, tu ne les as juste pas remarqués parce que tu ne fais attention à rien qui ne te profite pas directement. Ce n'est pas juste. Juste? Tu veux parler de justice? Tu t'es porté volontaire pour passer 9 mois à porter un bébé qui n'est pas le nôtre pour des gens qui ne sont pas nous, sans demander ce que je ressentais à ce sujet. Ensuite, tu joues les choqués quand j'ai un problème avec ça. C'est ça qui n'est pas juste. Elle a croisé les bras. C'est juste 9 mois. 9 mois où tu es physiquement et émotionnellement connecté à la famille de ton ex-copain. 9 mois de rendez-vous médicaux, d'hormones, de changements corporels, tout tournant autour d'eux. Tu n'as vraiment pas pensé que ça affecterait notre mariage. Je pensais que tu me faisais confiance. La confiance n'a rien à voir là-dedans. Tu as pris un engagement envers une autre famille sans t'engager dans une conversation avec moi d'abord. Ça me dit exactement où sont tes priorités. Ma priorité était d'aider les gens. Ta priorité était de te sentir importante, et ça t'a tout coûté. Elle a attrapé les sacs de courses et est montée en trombe. J'ai entendu la porte de la chambre d'amis claquer à nouveau. 2 jours plus tard, son avocate m'a appelé directement. Je n'ai pas répondu, mais elle a laissé un message vocal. La voix de Maître Lefebvre était professionnelle mais froide. « Monsieur Caldwell, ici Maître Lefebvre représentant votre femme. Je vous suggère fortement de reconsidérer votre position actuelle. Une femme enceinte sans soutien financier ni couverture santé fait mauvais effet au tribunal. Les juges ne réagissent pas bien aux maris qui abandonnent leurs femmes dans des conditions vulnérables. Appelez mon bureau pour discuter de termes raisonnables. » J'ai transféré le message vocal à Maître Durand. Il a rappelé dans l'heure. Lefebvre tente le tout pour le tout, elle sait que sa cliente a fait une erreur massive et elle essaie de la tourner à son avantage. Ne vous inquiétez pas. Je ne m'inquiète pas. Bien. Aussi, j'ai fait quelques recherches. L'accord de GPA que votre femme a signé. La légalité est très floue, surtout sans le consentement du conjoint et vu les lois actuelles. Cela signifie que l'arrangement complet pourrait être contesté. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que Sébastien et sa femme sont sur un terrain juridique glissant. Si votre femme voulait se retirer, ils auraient du mal à faire valoir quoi que ce soit. Mais ce n'est pas notre souci, je pensais juste que vous devriez le savoir. Intéressant. J'ai gardé cette information en tête. Le week-end est arrivé. Samedi matin, je préparais le petit déjeuner quand elle est apparue dans l'encadrement de la porte de la cuisine. Elle semblait plus petite, vaincue. Je déménage chez mes parents la semaine prochaine, dit-elle doucement. D'accord. Il paie mes frais médicaux et m'aide avec l'avocate. C'est bien. Tu t'en fiches vraiment, n'est-ce pas? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je m'en souciais, au passé. Tu as tué ça quand tu as prouvé que mon opinion ne comptait pas pour toi. J'ai fait une erreur. Non, tu as fait un choix. Un choix délibéré et calculé. Maintenant tu gères des conséquences que tu n'attendais pas.
Ce n'est pas une erreur, c'est la vie. Elle a quitté la cuisine sans un autre mot. Le mardi suivant, elle était partie. Elle avait pris ses vêtements, son ordinateur, quelques ustensiles de cuisine, laissé les meubles. Je suis rentré dans une maison à moitié vide et je n'ai ressenti que du soulagement. Ce soir-là, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Est-ce Monsieur Caldwell? Une voix d'homme, pas celle de Sébastien. C'est de la part de qui? C'est Maître Moreau, je représente Sébastien et sa femme. Nous devons discuter de cette situation avec votre femme. Je n'ai plus de femme, j'ai une bientôt ex-femme. Et quelle que soit la situation à laquelle vous faites référence, c'est entre vos clients et elle. L'accord de GPA est en péril à cause de ce divorce. Nos clients ont investi beaucoup d'argent dans cet arrangement. Pas mon problème. En fait, ça pourrait l'être. Si votre femme décide de mettre fin à la grossesse ou de se retirer de l'accord, nous poursuivrons en justice et nous vous citerons comme partie contributive. J'ai ri, j'ai vraiment ri. Bonne chance avec ça. Je n'avais aucune connaissance de l'accord, je n'ai donné aucun consentement et j'ai demandé le divorce au moment où je l'ai découvert. Vous n'avez rien contre moi. On verra ça. Oui, on verra. J'ai raccroché. Puis j'ai appelé Maître Durand et je lui ai raconté la conversation. Ils paniquent, a-t-il dit, leur mère porteuse est maintenant un risque et ils essaient de menacer pour s'en sortir. Ignorez-les. S'ils déposent réellement quelque chose, on s'en occupera. Mais j'en doute. Il avait raison. Je n'ai plus jamais entendu parler de Maître Moreau. Mais le mal était fait. Sébastien, sa femme et ma bientôt ex-femme se noyaient tous dans un gâchis de leur propre création, et je regardais depuis le rivage, complètement au sec. 3 semaines ont passé. La date du tribunal est arrivée. Je me suis présenté en costume, Maître Durand à mes côtés. Ma bientôt ex-femme était assise de l'autre côté de l'allée avec Maître Lefebvre et ses parents. Sa mère me foudroyait du regard comme si j'avais commis un meurtre. Son père ne me regardait pas dans les yeux. La juge était une femme dans la soixantaine. Elle a examiné les dossiers, regardé les deux parties et est allée droit au but. Madame Caldwell, vous avez conclu un accord de maternité de substitution sans consulter votre mari? Ma femme s'est levée. Oui, votre honneur, mais je ne pensais pas que ça nécessitait sa permission, c'est mon corps. C'est votre corps, a convenu la juge, mais le mariage est un partenariat. Les décisions majeures affectant les deux parties nécessitent généralement une discussion. En avez-vous discuté avant de vous porter volontaire? Silence. Non, votre honneur. La juge a pris une note. Monsieur Caldwell, vous avez demandé le divorce immédiatement après avoir appris cet arrangement? Oui, votre honneur. Et bloquer les actifs communs? Pour les protéger pendant la procédure? Oui. La juge a regardé Maître Lefebvre. Maître, votre cliente a pris une décision unilatérale avec des implications significatives. Je ne vois pas de motif pour alléguer l'abandon ici. Le gel des avoirs est standard. Requête rejetée. Maître Lefebvre a essayé d'argumenter, mais la juge est passée à autre chose. Des ordonnances temporaires ont été établies. Je paierai une pension alimentaire minimale jusqu'à ce que le divorce soit finalisé. Le bail restait à mon nom. Elle avait 60 jours pour retirer ses affaires restantes. Nous avons quitté le tribunal séparément. Je ne me suis pas retourné. 2 mois plus tard, Maître Durand a appelé avec des nouvelles. Sébastien et sa femme poursuivent votre ex pour rupture de contrat. Elle a manqué 3 rendez-vous médicaux et ils prétendent qu'elle ne respecte pas sa part de l'accord de GPA. Est-elle toujours enceinte? Autant que je sache, oui. Mais apparemment, elle a été difficile à joindre et non coopérative avec leurs demandes. Je n'étais pas surpris. Elle avait créé le chaos et maintenant tout le monde en payait le prix. Le divorce a été finalisé 4 mois après que j'ai déposé la demande. Une rupture nette. Elle a eu sa moitié de l'épargne moins les frais juridiques. J'ai gardé la voiture, les meubles et ma tranquillité d'esprit. Je l'ai croisée une fois, 6 mois plus tard, dans un supermarché. Elle était visiblement enceinte, poussant un caddie seul. Elle m'a vu et s'est figée. J'ai hoché la tête une fois et j'ai continué à marcher. J'ai entendu par des amis communs que Sébastien et sa femme ont eu leur bébé.
J'ai aussi entendu qu'ils ont refusé de parler à mon ex après l'accouchement. Trop de drames, disait-il, trop de complications. Elle a déménagé à l'autre bout du pays après ça, a recommencé ailleurs. Moi, je suis resté là où j'étais. J'ai eu une promotion au travail, commencé à aller à la salle de sport régulièrement, eu quelques rendez-vous sans lendemain, rien de sérieux. Je me suis concentré sur la construction d'une vie que je voulais vraiment. Parfois, les gens demandent si je regrette la façon dont j'ai géré la situation. La réponse est simple, non. Elle a fait un choix qui m'a montré exactement à quel point mon opinion comptait pour elle. J'ai répondu en lui montrant à quoi ressemblent les conséquences. Elle voulait aider Sébastien à fonder une famille. Je me suis aidé à commencer une nouvelle vie. Et contrairement à sa décision, la mienne a vraiment fonctionné. 1 an après le divorce, j'étais assis dans mon salon avec une bière, regardant un match, quand mon téléphone a vibré. Message d'un numéro inconnu. C'est Sébastien. Je te dois des excuses. Tu avais raison sur tout. Je suis désolé pour ma part dans ce qui s'est passé. J'ai fixé ce message pendant environ 10 secondes, puis je l'ai effacé. Je n'ai pas répondu. Qui avait-il à dire? Il avait aidé à briser mon mariage et se sentait mal maintenant? Tant mieux pour lui. La vérité est que j'avais complètement tourné la page. Nouvel appartement, meilleur travail, je commençais à voir quelqu'un qui communiquait réellement comme un adulte. Ma vie s'est améliorée au moment où j'ai cessé d'accepter le manque de respect. Les gens m'ont dit que j'étais froid, que j'aurais dû essayer une thérapie de couple, lui donner une chance de s'expliquer, être plus compréhensif. Ces gens ne comprennent pas. Il n'y avait rien à expliquer. Elle a fait un choix qui a placé le planning familial d'un autre homme au-dessus de son propre mariage. Ce n'était pas un problème de communication, c'était un problème de priorité. J'ai appris quelque chose d'important à travers tout ça. Le mariage n'est pas seulement une question d'amour, c'est une question de respect. Il s'agit de traiter votre partenaire comme si son opinion comptait, surtout pour les décisions qui vous affectent tous les deux. Elle n'a pas fait ça, alors je ne suis pas resté. Certains gars seraient restés, se seraient plaints pendant des années, auraient laissé le ressentiment s'accumuler jusqu'à devenir des coquilles vides et misérables. Pas moi. J'ai vu la situation clairement et j'ai agi de manière décisive. Pas de supplication, pas de drame, pas d'essai pour la faire changer d'avis. Juste des conséquences immédiates et nettes. A-t-elle souffert? Oui. Elle a perdu son mariage, sa stabilité financière, a été poursuivie par les gens qu'elle essayait d'aider et a dû déménager pour échapper au gâchis. Mais c'était ses conséquences, gagnées par ses choix. Ai-je souffert? Pas vraiment. J'ai eu quelques semaines difficiles à gérer la logistique, bien sûr. Mais comparé à passer des années dans un mariage où je ne comptais pas, ce n'était rien. Le divorce m'a appris ce que je ne tolérerais pas, le manque de respect, les décisions unilatérales, être traité comme si mon opinion était optionnelle. J'ai établi ce standard et je l'ai gardé depuis. Ces jours-ci, je vais bien, mieux que bien, honnêtement. J'ai mon propre chez moi, de l'argent à la banque et des relations avec des gens qui valorisent vraiment mon avis. Je repense à ce dîner où elle a annoncé la GPA, et je suis reconnaissant, non pas pour ce qu'elle a fait, mais pour m'avoir montré exactement qui elle était avant que je gaspille plus d'années à le découvrir. Elle voulait aider Sébastien et sa femme à fonder une famille. Mission accomplie, je suppose. Pendant ce temps, je me suis aidé à commencer une vie meilleure. Une vie où être un paillasson ne faisait pas partie du contrat. Et c'est la vraie leçon ici. Quand quelqu'un vous montre qu'il ne vous valorise pas, croyez-le, puis agissez en conséquence. N'attendez pas en espérant qu'il change. Ne cherchez pas d'excuses pour un comportement que vous ne toléreriez de personne d'autre. Fixez vos standards. Appliquez-les. Avancez. Je l'ai fait. Je n'ai jamais regardé en arrière. Je n'ai jamais regretté. Et je ne le ferai jamais.